Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire EasyVest. Je me présente, je m'appelle Antoine Bouvy. Je suis donc responsable marketing chez EasyVest. Et je serai pour vous le facilitateur et le modérateur de ce webinaire qui vous sera présenté par Corentin. Donc, je vais juste vous expliquer quelques petits détails pratiques. Donc, le webinaire aujourd'hui a donc comme titre faire fructifier votre capital grâce à la gestion indicielle. Le webinaire va durer environ 45 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie Q&A qui est en haut de votre écran. Pour ma part, il me reste qu'à passer la parole à Corentin qui va donc vous expliquer en quoi consiste l'approche indicielle et comment celle-ci peut vous faire obtenir de meilleurs rendements et faire diminuer vos frais de gestion. Voilà, Corentin, je te passe la parole. Bonsoir à tous. Voilà, je vais me présenter pour commencer. Donc, mon nom est Corentin Scavet. Je suis un des deux fondateurs de EasyVest. Je suis aussi responsable de tout ce qui est Customer Satisfaction et de la gestion chez EasyVest. Et donc ce soir, comme il a été introduit par Antoine, je vais vous parler de gestion indicielle et je vais vous expliquer comment celle-ci peut vous aider à atteindre de meilleures performances et surtout à diminuer vos frais de gestion. Donc un petit mot d'introduction avant de commencer dans le vif du sujet sur EasyVest. Donc EasyVest, qu'est-ce que c'est? EasyVest, c'est le cocktail parfait entre l'humain et la technologie. Donc on essaye de fournir des rendements qui sont meilleurs que ceux de nos concurrents. On le fait au travers d'une gestion indicielle dont je vais vous exposer tous les avantages ensuite. Et on le fait aussi en essayant de délivrer des meilleurs services. Donc, quand on entend parler de solutions d'investissement digital, souvent on pense qu'il n'y a pas de service. Chez EasyVest, on est assez convaincu que il est important de combiner les deux. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'acteurs digitaux aujourd'hui qui n'offrent aucun service. C'est du self-service. Vous êtes seul livré à vous-même en ligne sur un site web. Vous devez vous-même poser les choix. Et si vous avez des questions, il n'y a souvent personne pour y répondre. Chez EasyVest, nous vous tenons la main dès le début, au travers de webinaires comme ceci, mais aussi au travers d'entretiens personnalisés que nous avons avec tous nos clients au moment de l'ouverture du compte. On les aide à définir, on vous aidera à définir le profil d'investisseur qui est adapté à vos objectifs financiers, à votre situation personnelle et à votre aversion pour le risque. Et alors, la technologie, en fait, on essaye d'obtenir, on s'efforce d'obtenir de meilleurs rendements et de fournir de meilleurs services en utilisant de la technologie, en utilisant les moyens innovants qui sont mis à notre disposition et que nous développons en interne chez EasyVest. Et nous utilisons cette technologie comme un facilitateur. Facilitateur à deux niveaux. Premièrement, qui nous permettre de diminuer les frais et de vous offrir des services moins coûteux. Et deuxièmement, nous permettre de vous offrir des services plus conviviaux grâce à des outils technologiques adaptés à vos besoins. Alors, les problèmes que nous essayons de résoudre au niveau de l'industrie, c'est que souvent, quand vous vous posez la question question relative à l'investissement, quand vous cherchez une solution d'investissement, c'est assez confus. On vous propose tout et son contraire. Donc, on va vous proposer, si vous allez chez un banquier, on va vous proposer une solution. Si vous allez chez un autre banquier, on vous proposera une autre solution. Souvent, ces produits d'investissement sont fort coûteux. Il y a des frais d'entrée qui sont relativement conséquents la plupart du temps. Il y a aussi des frais de gestion qui ne sont pas toujours transparents et qui peuvent être relativement conséquents et qui viennent grever votre rendement année après année. Et puis, c'est souvent aussi assez complexe de lancer un plan d'investissement, de suivre le plan d'investissement ou d'effectuer des modifications sur le plan d'investissement. Donc, chez EasyVest, nous, on s'attaque à ces trois problèmes et on s'efforce de les résoudre un par un. Voilà, ça c'était pour la petite introduction relative à EasyVest. En conclusion, je vous expliquerai aussi comment EasyVest peut vous aider à mettre en œuvre une stratégie d'investissement indicielle. Mais pour l'heure, je vais vous expliquer et vous exposer ce qu'est la gestion indicielle et quels sont les avantages de la gestion indicielle. Et je vais utiliser comme fil conducteur en fait 5 règles. Donc, je vais vous exposer 5 règles d'investissement qui vous conduiront au succès financier à long terme. Ce sont 5 règles que vous pouvez appliquer, qu'il s'agisse de gestion indicielle ou qu'il ne s'agisse pas de gestion indicielle, mais ce sont 5 principes
fondamentaux qui devraient vous aider à atteindre de meilleurs rendements et à diminuer vos frais à long terme. Donc, comment investir avec succès à long terme? Voilà, Corentin, je peux t'interrompre deux petites secondes parce que il y a quelques personnes qui sont arrivées quand on avait déjà commencé. Je voulais juste vous signaler que vous pouvez donc poser vos questions dans l'espace Q&A qui est en haut de votre page. Je vois qu'il y a une personne qui a déjà levé la main, mais si donc c'est pour poser une question, c'est mieux de mettre les questions dans l'espace Q&A et nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Merci. Voilà, tu peux continuer. Voilà. La première règle au niveau de l'investissement, c'est de commencer tôt. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est un adage qui est connu. Et voilà, malheureusement, je ne vous ai pas tous en face de moi, donc je ne peux pas préjuger de votre âge. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà atteint un certain âge, peut-être que d'autres sont plus jeunes. Sachez que vous ayez 55, 65 ou 25 ans, l'important, c'est de commencer le plus rapidement possible si vous avez de l'argent qui dort, qui ne fructifie pas, qui attend sur un compte épargne. Si vous êtes jeune, c'est tant mieux. Et si vous êtes plus âgé, eh bien, pensez aux générations futures qui bénéficieront de l'argent que vous aurez mis de côté et que vous n'aurez pas utilisé au cours de votre vie. Et donc, pour exposer en fait cette valeur temporelle de l'argent, je vous propose de regarder un petit exemple chiffré. Ici, c'est un exemple qui compare les performances financières de deux personnes qui mettent de l'argent de côté chaque année. Ils mettent la même somme, deux personnes. Une personne commence à 25 ans et l'autre personne commence à 35 ans. Et elles mettent chaque année de côté 5 000 euros. Et cette somme de 5 000 euros fructifie chaque année au rythme de l'évolution des marchés financiers. Donc, c'est une performance moyenne annuelle attendue qui est de l'ordre de 8%. Eh bien, on constate que la personne qui a commencé à 25 ans à mettre de l'argent de côté atteint un capital qui est 2 fois plus important que l'autre personne à l'âge de la pension. Donc, au bout d'un horizon de 40 ans, une personne qui aurait commencé 10 ans plus tôt se retrouve avec un capital de 1 100 000 euros au lieu de 500 000 euros seulement. Donc, c'est colossal et ça s'explique assez simplement. C'est-à-dire que la personne qui a commencé à mettre de l'argent de côté à partir de 25 ans n'a en fait mis que 50 000 euros de côté de plus que la personne qui a commencé un petit peu plus tard. Cette personne, donc, comment dire, le différentiel attendu devrait être de l'ordre de 50 000 euros, sauf que à 35 ans, après 10 ans, ces 50 000 euros ont déjà fructifié. Les 5 000 euros qui ont été mis au début de la première année ont déjà rapporté 10 fois 8%, 9 fois pour la somme de l'année suivante, et ainsi de suite. Donc on se retrouve déjà avec une somme qui est proche de 100 000 euros à 35 ans. Cette somme va encore fructifier au rythme de 8% jusqu'à 65 ans. Et in fine, eh bien, ces 10 petites années, ces 10 fois 5 000 euros vont rapporter une somme considérable à la fin. Donc, on parle ici d'un bien immobilier supplémentaire et surtout d'un confort de vie largement plus intéressant à la pension. Donc, si vous avez 25 ans, c'est tant mieux. Si vous avez 65 ans, n'attendez pas parce que chaque année qui passe est une année qui ne vous permet pas d'engranger un rendement en moyenne 8% sur le capital que vous investissez. La deuxième règle, assez simple, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir la gestion indicielle, c'est que vous devez suivre le marché. Donc, vous ne devez pas essayer de battre le marché à long terme. N'essayez pas de faire du trading ou de sélectionner des valeurs. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais tout ça ne fonctionne pas sur le long terme, ou en tout cas n'offre pas des rendements qui sont aussi intéressants que si vous vous contentiez de suivre les marchés financiers. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquer la gestion indicielle, je vais peut-être définir le concept de marché. Qu'est-ce que c'est le marché boursier ou les bourses mondiales? Eh bien, en fait, au total, ce sont 9000 sociétés qui représentent une capitalisation boursière de 100 trilliards d'euros.
Ça, c'était au mois de juin cette année. Et cette capitalisation boursière est répartie à travers le monde comme nous avons essayé de le représenter sur cette carte du monde. Donc plus la boîte d'un pays est grande, plus la capitalisation boursière des sociétés qui sont cotées sur les places boursières de ce pays est importante. Donc vous voyez que le premier constat que vous allez peut-être faire en regardant cette carte, c'est que il y a quand même une part considérable de la capitalisation boursière qui se trouve aux États-Unis, 56%. Alors, ce n'est pas représentatif de l'économie américaine, mais c'est représentatif de la valeur des sociétés qui y sont cotées. Ça ne veut pas spécialement dire que le marché américain ou l'économie américaine représente 56% de l'économie mondiale. C'est simplement que les sociétés qui y sont cotées sont des sociétés qui ont un chiffre d'affaires au niveau mondial, mais dont la valeur, la capitalisation boursière n'est reprise que sur les bourses américaines. Donc, le marché américain représente une part considérable des bourses mondiales. À côté de ça, vous avez le marché européen qui, de manière consolidée, représente environ 25% des bourses mondiales. Si vous regardez l'Asie, vous avez encore une quinzaine de pourcents. Et puis, si vous regardez le reste du monde, eh bien, vous allez voir qu'il y a de ça, de là, encore 1%, 1,5%, un quart de pourcent dans différents pays. Et donc, au total, ce sont 100 trilliards de capitalisation boursière. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la capitalisation des sociétés qui sont cotées sur la place de Bruxelles, elle est, je ne veux pas dire qu'elle est insignifiante, mais elle est assez restreinte. Ça représente moins d'1% de la capitalisation mondiale. Pourtant, souvent, quand on fait de la gestion active, quand on investit soi-même en bourse ou quand on regarde le contenu d'un portefeuille qui est géré activement par un banquier ou un gestionnaire belge, on se rend compte qu'il y a quand même une part assez importante des sociétés qui sont des sociétés belges. Donc, c'est que quand vous faites ce choix-là, vous passez quand même à côté d'un certain nombre d'opportunités qui sont des sociétés, donc il y en a 9000 au total, qui sont des sociétés que vous connaissez peut-être pas, mais qui sont peut-être plus intéressantes que les sociétés belges que vous connaissez de par vos lectures économiques ou de par ce que vous entendez dans l'actualité. Donc nous, chez EasyVest, on se réfère souvent à ce terme, le marché financier, et on se réfère en fait à ces 9000 sociétés cotées à travers le monde. Et on trouve que c'est important de s'exposer au plus large nombre de sociétés possibles parmi ces sociétés cotées. Alors ça, c'est la définition du marché. Maintenant, je reviens au concept de base, qui est de savoir si, en sélectionnant des valeurs, on peut obtenir des meilleurs rendements que les rendements moyens de ces 9000 sociétés cotées à travers le monde. Et donc, on a comparé chez EasyVest en fait la performance des gestionnaires d'actions qui investissent dans des portefeuilles d'actions mondiales et qui distribuent leurs fonds sur le marché belge. Et on a comparé leur performance sur une période de 10 ans à la performance du marché mondial, donc de la moyenne pondérée des performances des 9000 sociétés cotées à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que au cours d'une année donnée, si on regarde les performances moyennes, les performances individuelles de chacun de ces fonds de gestion qui sont gérés activement, on constate qu'en fait, 38% seulement des gestionnaires de fonds qui gèrent leurs fonds activement, qui sélectionnent les valeurs, seuls 38% de ces gestionnaires font mieux que l'indice mondial, que la moyenne des performances des 9000 sociétés cotées dans le monde. Au bout de 2 ans, il n'y a que 15% des gestionnaires actifs qui font mieux que l'indice mondial. Au bout de 3 ans, seuls 7% des gestionnaires actifs font mieux que l'indice mondial. Et au bout de 5 ans, il n'y a qu'un gestionnaire, donc en fait 1%, puisqu'il y avait une centaine de gestionnaires qui proposaient leur fonds global sur le marché belge. Il n'y avait qu'un gestionnaire qui avait réussi à faire mieux que les bourses mondiales. Alors, le premier constat, c'est qu'au bout d'une année calendrier, on se rend compte qu'en fait, il y a moins d'un gestionnaire sur 2 qui fait mieux que les bourses mondiales. Ça veut dire que ces professionnels que l'on paye
dont c'est le métier qui nous vendent leur capacité à prévoir l'évolution des bourses et à sélectionner les bonnes valeurs et à mettre de côté les mauvaises valeurs, ben, il y en a moins d'un sur deux qui finalement arrive à réaliser la promesse qu'il nous a faite. Au bout de 2 ans, ben, c'est encore moins, mais voilà, et déjà au cours de la première année, on ne peut pas vraiment exclure le fait que sur ces 38%, certains n'aient pas juste bénéficié d'un coup de chance. Et quand on voit l'évolution des chiffres, le fait que ça diminue à 15%, puis à 7%, puis seulement à 1%, mais on ne peut vraiment pas exclure le fait d'avoir réussi à battre les bourses mondiales 5 ans d'affilée n'est pas simplement lié à la chance. Donc c'est le premier constat, c'est que sur le long terme, vous ne parvenez pas, un gestionnaire actif professionnel ne parvient pas à faire mieux que la moyenne des bourses mondiales. Petit, petit point complémentaire, c'est qu'au bout de 6 ans, en fait, il n'y avait plus aucun gestionnaire qui avait réussi à faire mieux que les bourses mondiales. Quand on constate ça, on se demande vraiment pourquoi s'efforcer, s'évertuer à essayer de faire mieux que le marché, pourquoi ne pas simplement suivre le marché mondial. Alors, certaines personnes vont dire que il y a des gestionnaires quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. On entend souvent parler de Warren Buffett, qui est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs du monde. Et donc, on a regardé la performance de Warren Buffett chez EasyVest au cours des 20 dernières années. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On l'a comparé, en fait, la performance de son holding, de la société Berkshire Hathaway, qui est gérée par Warren Buffett, à l'indice de la bourse américaine, le Standard & Poor's 500. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'au bout de 20 ans, la performance de la société de Warren Buffett était certes appréciable, hein, à une augmentation de valeur de 582%, mais c'était 250% de moins que le S&P 500. Voilà, donc c'est même les meilleurs investisseurs qui ont une très bonne réputation, qui certaines années ont de bonnes performances et font de temps en temps mieux que l'indice, ça peut arriver, hein, il y a toujours une année qui peut être une bonne année, on voit que sur le long terme, ils ne parviennent pas à faire mieux que les indices et surtout ils ne parviennent, enfin, si les différences sont marginales au début, au bout de 1, 2, 3 ans, elles sont considérables sur le long terme, sur un horizon d'investissement de 20 ans. Alors, beaucoup de gens essayent de faire du stock picking en sélectionnant des bonnes valeurs, en sélectionnant ce qu'on appelle des investissements bons pères de famille, en prenant des sociétés que l'on estime solides, capables de passer à travers des tempêtes boursières. Alors nous, on a regardé en fait ce qu'il était advenu de ces sociétés qui étaient des leaders dans leur secteur, qui étaient les plus grandes capitalisations boursières d'une époque. Et on a regardé comment évoluait en fait le peloton de tête au cours des 25 dernières années. Donc on a regardé en 1998 et il y avait 6 sociétés qui sortaient du lot. Puis on a regardé 6 ans plus tard et on voyait qu'en fait, il ne restait plus déjà que 3 sociétés parmi ces 6 sociétés. Les 3 autres avaient périclité, elles avaient été remplacées par d'autres sociétés. En 2012, de nouvelles sociétés étaient apparues, les sociétés du départ avaient quasi toutes disparu. Et en 2018, de nouvelles sociétés étaient devenues les leaders dans leur secteur, des sociétés qui n'existaient même pas en 1998, dont on n'avait pas soupçonné le potentiel, mais qui avaient détrôné les sociétés qui étaient leaders à l'époque et qui avaient délivré de ce fait des performances qui étaient considérablement meilleures que les sociétés qui étaient les plus grosses capitalisations au départ. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que ça ne sert aussi à rien d'essayer de sélectionner des bonnes valeurs, bons pères de famille en espérant avoir de bons rendements, car en fait, vous allez obtenir de meilleurs rendements avec des sociétés qui sont moins connues, peut-être plus petites, mais qui offrent de meilleures promesses à l'investisseur. Et donc, en investissant très largement dans un portefeuille bien diversifié, comme on le prône chez EasyVest au travers de la gestion indicielle, vous allez capturer la performance de toutes les sociétés qui sont leaders actuellement, mais également celles qui sont actuellement plus discrètes, mais qui viendront remplacer les leaders et qui deviendront les leaders de demain.
Alors, une notion importante chez EasyVest, on parle de gestion indicielle, une notion centrale au niveau de la gestion indicielle, bien, c'est la notion d'indice. Un indice boursier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un indicateur, une jauge qui vous permet de connaître la performance moyenne d'une bourse, d'un secteur ou d'un panier d'actions déterminé. Le premier indice boursier a vu le jour au 19e siècle. C'était l'indice Dow Jones Industrial, qui existe toujours aujourd'hui. Il a été créé par un journaliste qui voulait simplement donner une indication au lecteur de son journal de la tendance boursière de la bourse de New York au cours d'une journée donnée. Et donc, il a créé un indice qui était la moyenne pondérée, qui chaque jour donnait euh, une indication sur la performance moyenne d'un panier d'actions qu'il avait déterminé. Alors, ça a commencé aux États-Unis, à Wall Street, avec le Dow Jones, et puis petit à petit, d'autres places boursières ont suivi l'exemple. Et donc, d'autres indices ont vu le jour. En Belgique, on a le BEL 20, qui est composé de 20 sociétés et qui permet quotidiennement aux investisseurs de la place bruxelloise de connaître la performance moyenne des plus grosses sociétés de la place. En France, il y a le CAC 40. En Allemagne, vous avez le DAX 30. Et aux États-Unis, vous avez différents indices, le S&P 500, le Standard & Poor's 500 qui est connu, ou bien l'indice de la bourse Nasdaq, qui est l'indice Nasdaq, qui agrège des sociétés qui sont généralement davantage orientées technologie. Et donc, l'indice à la base, ce n'est pas un investissement, c'est simplement une information ou une moyenne pondérée qui permet à un investisseur de connaître la direction d'une bourse. Derrière chaque indice, il y a un panier d'actions, donc c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui ont été sélectionnées selon certains critères. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a différents indices à travers le monde. Vous avez le BEL 20 en Belgique, le CAC 40, le Nikkei au Japon. Et au niveau mondial, vous avez un indice qu'on appelle l'indice MSCI World, ou une famille d'indices, puisqu'il y a différents types d'indices au sein de cette famille. Et tous ces indices, qui sont à la base simplement des informations données à l'investisseur, ont inspiré des gestionnaires qui se sont dit un jour, bien, puisqu'on constate que la gestion active, au final, ne fait pas spécialement mieux que la moyenne des bourses mondiales, ben peut-être qu'on pourrait créer des fonds d'investissement qui répliquent la performance des indices ou de la bourse mondiale. Et donc, ils ont inventé un nouveau type de fonds. Ce n'est pas un fonds géré activement, mais c'est un fonds qu'on pourrait qualifier de passif, qui suit l'évolution des bourses. Et donc, que va faire ce fonds? Eh bien, il va regarder quelle est la composition d'un indice, comme par exemple le Standard & Poor's 500, et il va investir dans les 500 sociétés qui composent l'indice en respectant les poids de chacune des sociétés. Et in fine, ce fonds d'investissement va délivrer la performance de l'indice tout en offrant une grande diversification, puisque au sein d'un seul produit, vous vous exposez à un grand nombre de valeurs. Il vous offre une performance élevée, puisqu'il vous offre la performance de l'indice, et comme on l'a expliqué précédemment, bien l'indice, finalement, sa performance est rarement atteinte par les gestionnaires actifs. Donc, si vous atteignez la performance de l'indice, au final, vous êtes extrêmement bien loti. Et finalement, il fait ça à faible coût. Pourquoi? Parce qu'un gestionnaire de fonds indiciels peut s'affranchir de toute une série d'analyses, de services qui sont extrêmement coûteux et qui vous seraient refacturés indirectement au travers des frais de gestion. Et donc, le tracker, c'est un instrument financier qui est extrêmement intéressant pour quelqu'un qui veut construire facilement un portefeuille diversifié et atteindre de bonnes performances à moindre frais. Donc jusqu'à présent, on a parlé principalement d'actions. Donc ici, ce point-ci tournait autour de la partie action de votre portefeuille. Maintenant, quand vous investissez ou vous construisez un portefeuille en tant qu'investisseur, ben, vous n'avez pas toujours la volonté ou la possibilité de vous exposer à un portefeuille qui investit 100% dans les actions. Pourquoi? Parce qu'un portefeuille qui investit dans les actions est relativement risqué, c'est-à-dire qu'il vous expose à des fluctuations au niveau de la valeur de votre portefeuille qui peuvent être relativement élevées.
Et donc, on inclut d'autres types d'actifs dans le portefeuille afin de gérer le risque. C'est ce qui nous amène à la troisième règle. La troisième règle, c'est d'ajuster le profil de risque de votre portefeuille en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre appétit pour le risque. Et qu'est-ce qu'on utilise comme instrument financier pour ajuster le profil de risque d'un investisseur, donc pour compenser le risque des actions? Eh bien, ce sont des obligations, et plus particulièrement des obligations d'État, et pour un investisseur européen, des obligations d'État européennes. Alors, une obligation, qu'est-ce que c'est? Une obligation, c'est en fait un crédit ou un prêt qu'un investisseur consent et qu'il fait à une entité qui est un emprunteur et qui peut être un État, qui peut être une région, qui peut être une société. Et cette société émet un titre qui peut être échangé par l'investisseur et qui peut être vendu à un autre investisseur. Et ce titre est une reconnaissance de dette. Donc l'emprunteur s'engage à rembourser le montant emprunté et s'engage également à payer un coupon, généralement annuel, mais ça peut être également trimestriel ou semestriel. Et donc c'est un intérêt qui vise à rémunérer le risque pris par l'investisseur qui prête son argent à cette institution. Et donc ce taux d'intérêt, il est fonction de quoi? Il est fonction du risque de l'émetteur. Donc plus l'entité à qui on prête de l'argent est risquée, plus l'intérêt qu'elle va devoir vous payer sera important. Et ce taux d'intérêt tient aussi compte des taux en vigueur sur le marché. Si les banques centrales, comme la Banque centrale européenne, augmentent leur taux, eh bien, le taux en vigueur va monter sur le marché et les emprunteurs devront emprunter à un taux qui sera moins favorable. Donc ça, c'est pour les obligations. Les obligations sont des instruments qui sont risqués, mais qui sont moins risqués que les actions et surtout moins volatiles. Ça veut dire que leur valeur fluctue moins à travers le temps que celle des actions. Alors, je vous avais présenté précédemment le marché des actions. Ici, on voit une illustration du marché des obligations. Donc, le marché des obligations est représenté en Europe au niveau de la dette gouvernementale par les obligations d'État de différents pays, dont la Belgique. Et vous voyez ici l'état des dettes des différents pays à la fin de l'année dernière. Et donc, vous voyez que la dette européenne est principalement constituée de dettes françaises, italiennes, allemandes, espagnoles, belges. Voilà. Donc ça, c'est quand vous achetez un panier d'obligations gouvernementales européennes, vous vous exposez à tous ces pays. Et si ce panier est représentatif quand le panier est représentatif du marché européen, vous vous exposez davantage à des pays comme la France, l'Italie et l'Allemagne ou l'Espagne. Voilà. Ça, c'est le marché obligataire européen. Il y a des obligations d'entreprise également, mais chez EasyVest, on ne les présente pas. On n'en parle pas. Pourquoi? Eh bien, parce que les obligations d'entreprise sont en fait corrélées à l'évolution des bourses. Ça veut dire que quand vous investissez dans une action et que vous investissez dans l'obligation émise par la même société, vous verrez que si l'activité de cette société périclite, si cette société est exposée à des difficultés financières, eh bien, son titre, sa valeur boursière va diminuer, mais sa capacité ou le risque lié à son obligation va augmenter également, et donc la valeur des obligations qui sont émises par cet émetteur va également diminuer. Nous, ce qu'on cherche chez EasyVest, c'est à stabiliser le portefeuille. Donc, on essaye de trouver quelque chose qui ne suit pas l'évolution des bourses, qui ne suit pas l'évolution bonne ou mauvaise du sort des entreprises. On veut quelque chose qui soit indépendant du sort des entreprises. Et c'est le cas des obligations d'État qui servent en général de valeur refuge. Lorsque vous avez des crises comme la crise financière de 2008 ou encore plus récemment la crise du Covid, on constate que quand les marchés baissent et baissent fortement,
l'investisseur a tendance à se réfugier dans des valeurs dans lesquelles il croit et qu'il considère stables, et ces valeurs sont le plus souvent les dettes des États dans lesquels l'investisseur vit. Donc, pour, euh, pour vous, ici présents, ce seront des obligations d'État européennes. Alors, je vous avais donc parlé du marché, le portefeuille de marché, c'est le portefeuille qu'on voit ici. Donc, quand au point 2, on avait parlé des 9000 sociétés à travers le monde. Ben, les 9000 sociétés à travers le monde, si vous investissez dans un portefeuille qui vous expose 100% à ces sociétés, eh bien, vous allez vous exposer à un rendement attendu qui est de l'ordre de 7% net de frais, mais vous vous exposez également à une perte annuelle acceptable qui est de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'au cours d'une année donnée, il ne serait pas anormal qu'un portefeuille investissant dans le marché mondial subisse une dépréciation de valeur de l'ordre de 30%. Alors, c'est pas anormal, donc c'est pas agréable, c'est pas spécialement souhaitable, mais il faut savoir que c'est quand même des dépréciations importantes de la valeur d'un portefeuille boursier sont quand même fréquentes. Vous le verrez dans une illustration qui suit, mais en général, les dépréciations importantes, donc supérieures à 20%, se produisent tous les 36 à 48 mois. Et donc, il faut, quand vous investissez en bourse, être prêt à vous exposer à ce type de fluctuations. Comme tout le monde n'est pas prêt à subir une dépréciation aussi forte, ou tout le monde n'a pas la possibilité parce que des projets de vie font que bien, vous devez protéger votre capital dans le cadre d'un achat immobilier ou protéger votre capital dans le cadre du paiement d'une rente dont vous avez besoin pour agrémenter votre train de vie, eh bien, vous cherchez à diminuer ce risque. Et donc, vous ajoutez des obligations dans votre portefeuille. Ici, on a représenté deux portefeuilles sur ce graphe-ci. Le portefeuille le plus risqué, qui investit 100% en actions, et le portefeuille le moins risqué, qui investit 10% en actions et 90% en obligations d'État européennes. Vous constatez qu'il y a quand même 10% d'actions dans le portefeuille le moins risqué. Pourquoi? Parce que les actions étant décorrélées des obligations, eh bien, même dans le cadre du portefeuille le moins risqué, le fait de détenir des actions va vous permettre de diminuer le risque et d'augmenter le rendement. Donc, on observe que ces portefeuilles, eh bien, le risque évolue d'une dépréciation qu'on estime être de 3% par an. Ça, c'est la perte annuelle acceptable attendue dans 95% des scénarios. Ça, c'est pour un portefeuille très défensif, et le portefeuille le plus risqué vous expose à une perte de 30%. Entre ces deux portefeuilles, eh bien, il y a d'autres types de portefeuilles. Un portefeuille neutre, par exemple, vous exposera à une dépréciation potentielle de la valeur de votre portefeuille de 15%. Donc, si vous investissez dans un portefeuille neutre, 50-50, eh bien, ce qui va se passer après un certain temps, si vous ne faites rien, c'est que ce portefeuille va naturellement dévier. Les actions progressant davantage en bourse que les obligations sur le long terme, et vous allez voir la valeur des actions augmenter davantage, et les actions vont prendre plus de poids dans votre portefeuille que les obligations. Donc, si vous ne faites rien, après un certain temps, votre portefeuille va se retrouver dans un risque qui est trop élevé par rapport à ce que vous aviez déterminé à la base comme étant acceptable pour vous. Donc, si vous aviez estimé que 15% c'était la limite de risque qui était acceptable pour vous dans le cadre de vos projets personnels ou dans le cadre de votre capacité à dormir tranquillement, eh bien, si vous ne faites rien, au bout d'un certain temps, donc de quelques années, ben, vous allez vous retrouver avec un portefeuille qui pourrait vous exposer à une perte qui peut aller jusqu'à 20%, même plus. Et donc, il est important de régulièrement, ce n'est pas uniquement important de bien sélectionner votre profil de risque, mais il est aussi important de rééquilibrer votre profil régulièrement. Donc, dès que votre portefeuille a trop dévié par rapport au profil de risque que vous aviez déterminé initialement, il est important de vendre des actions pour acheter des obligations, et inversement. Si jamais vous vous retrouvez à un moment
dans une situation où les bourses ont fortement baissé et que le poids des obligations est trop important dans votre portefeuille par rapport aux actions, mais il est important de rééquilibrer votre portefeuille en vendant les obligations qui ont soutenu votre portefeuille et en achetant des actions qui, elles, ont perdu de la valeur et qui se négocient à bon compte sur les bourses mondiales. Donc, ce processus de rééquilibrage permet de vous maintenir continuellement dans un profil de risque qui est acceptable pour vous, mais créer également de la valeur sur le long terme en vous permettant de capturer une partie des plus-values quand elles ont atteint un certain niveau et aussi de bénéficier des opportunités de marché lorsque les marchés baissent. Alors, ici, je vous ai présenté différents profils de risque. Chez EasyVest, on a 10 portefeuilles différents. Le portefeuille le plus défensif, donc comme je l'ai mis à environ 8 à 10% d'actions, le reste en obligations, et le portefeuille le plus agressif à 100% d'actions. Sur le graphique que vous voyez à l'heure actuelle, vous voyez comment ces portefeuilles se sont comportés au cours des 12 dernières années. Et donc, vous voyez que investir en bourse, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt un roller coaster. Donc, ce sont des montagnes russes avec des hausses, des baisses, mais sur le long terme, la tendance, elle est plutôt haussière et elle est plutôt assez positive. Donc, volontairement, je n'ai pas encore montré les rendements pour ne pas vous influencer. Donc, mais ce que vous voyez, c'est que si vous avez un portefeuille neutre, in fine, il va subir les mêmes fluctuations qu'un portefeuille 100% actions. Donc, un portefeuille neutre, c'est un portefeuille dans lequel il y aurait 50% d'actions. Il va subir les mêmes fluctuations, mais l'amplitude de ces fluctuations sera beaucoup moins forte. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas, émotionnellement la capacité de subir de fortes fluctuations, il est peut-être plus intéressant de s'exposer à un portefeuille qui est moins volatile. Mais sur le long terme, le fait d'accepter de s'exposer à davantage de risques peut être fortement rémunérateur. Donc, si on regarde l'évolution des différents portefeuilles qui investissent d'une part dans un portefeuille d'actions mondiales et d'autre part dans un portefeuille d'obligations d'État européennes, au cours de la période qui est étudiée ici, on voit que le différentiel entre un portefeuille neutre et un portefeuille 100% actions, il est c'est du simple au double. Donc, c'est dans un cas 130% de rendement, ce qui est déjà appréciable, mais dans le deuxième cas, c'est 255% de rendement. Il aura fallu pour ça accepter de vous exposer à une dépréciation qui a même été supérieure à 30% temporairement pendant le Covid, donc il peut mettre les nerfs d'un investisseur à rude épreuve, mais qui, in fine, sur le long terme, s'avère extrêmement rémunérateur. Donc, l'investisseur qui a la capacité de supporter un certain niveau de risque, est récompensé. Et si vous avez la capacité de vous exposer à davantage de risques, c'est toujours préférable sur le long terme. Mais pour ça, vous devez avoir un horizon de long terme devant vous. Comme vous le voyez, par exemple, ici, sur un horizon de court terme, on ne peut jamais garantir sur une période de 1 à 2 ans que l'investisseur récupérera totalement la valeur de son investissement. Il peut y avoir des périodes de forte baisse. Ici, c'était la crise de la dette grecque, où la valeur du portefeuille diminue temporairement et revient au point de départ, voire descend en dessous du point de départ. Donc, ça aurait été par exemple le cas pour quelqu'un qui aurait investi en mi-2018. Au cours de la crise du Covid, 2 ans plus tard, il aurait été temporairement, pendant une période de quelques semaines, il aurait vu son portefeuille descendre en dessous de la valeur qu'il avait investi au départ. Donc, le risque, c'est important, mais il faut savoir que c'est rémunérateur sur le long terme, mais il faut aussi savoir qu'à court terme, ça peut vous exposer à un certain niveau de stress. Alors, les crises, comme je le mentionnais, elles sont fréquentes. Il y a des crises qui se présentent régulièrement sur les marchés financiers. Ici, on voit toutes les crises depuis 1970. Les périodes de baisse sont fréquentes, mais elles sont beaucoup plus courtes que les périodes de hausse et leur intensité est aussi beaucoup plus faible. Donc, on a des hausses qui
qui vont jusqu'à 200% pour les périodes de hausse, alors que les périodes de baisse sont généralement limitées à 20 à 25%, mais peuvent parfois aller au-delà lorsque les crises sont réellement aiguës. Donc sur le long terme, il faut savoir qu'un investisseur sera exposé à toute une série de crises. Si vous investissez sur un horizon de 20 ans, il est fort probable que vous subissiez 1, 2, 3, voire 4 dépréciations de la valeur de la partie action de votre portefeuille qui serait supérieure à 20%. Ça fait partie du jeu, mais c'est comme ça que vous arriverez à capturer des meilleurs rendements sur le long terme. La quatrième règle pour atteindre le succès financier à long terme, c'est de limiter vos frais. Donc, c'est un de nos chevals de bataille chez EasyVest. C'est de faire en sorte qu'on limite les frais le plus possible. Alors, quand on parle des frais, on ne parle pas uniquement des frais de gestion, on parle des frais d'entrée, des frais de transaction, des éventuels frais de sortie, même si c'est une pratique qui a tendance à disparaître, mais aussi et surtout des taxes qui peuvent avoir un impact important sur la performance d'un portefeuille à long terme. Et donc, je vais prendre l'exemple assez simple d'une gestion active, donc quelqu'un qui fait du trading sur une plateforme en ligne, qui s'expose à chaque transaction à une taxe sur opération boursière de 0,35%. Eh bien, si à la fin de l'année, le rendement attendu sur son investissement est de 7% et qu'il a effectué 4 opérations d'achat et de vente, eh bien, il aura subi en fait au total 8 fois 0,35%. Donc au total, il aura payé à l'État près de 3% de taxes. Et donc son rendement attendu, qui était de 7%, il sera probablement uniquement de 4%. Donc les taxes peuvent être largement supérieures aux frais qui sont liés aux transactions et aux frais de gestion qui peuvent être facturés au sein d'un fonds. Donc chez EasyVest, on s'attaque à tous ces frais. Premièrement, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. Et au niveau des frais de gestion, on essaie de proposer des frais de gestion all-in qui incluent les transactions et qui sont extrêmement compétitifs par rapport à nos concurrents. On essaye aussi de diminuer les frais de gestion en utilisant des instruments comme les trackers que j'ai mentionnés précédemment qui sont largement moins gourmands en termes de frais que les fonds gérés de manière active. Et in fine, on sélectionne aussi des instruments qui seront les moins pénalisants en termes de la fiscalité. Donc, il y a différents types de taxes qui peuvent être prélevées sur un portefeuille. Les taxes sur opération boursière, il y a des précomptes, précomptes qui peuvent être pris sur les revenus du capital. Et donc, chez EasyVest, notre approche de la gestion, qui est une approche non spéculative et passive, qui vise à faire le moins de transactions possible et à investir dans des produits qui ne distribuent pas mais qui capitalisent, atteint comme objectif le fait de diminuer drastiquement les taxes qui sont prélevées sur un portefeuille. Alors, ici, c'est une analyse qu'on a fait chez EasyVest qui est assez marquante. C'est qu'on a regardé, on a sélectionné des fonds qui sont proposés au sein de différentes institutions financières belges et on a comparé en fait la performance de ces fonds au niveau de frais qui était facturé dans ces fonds. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que, sans grande surprise, moins les frais d'un fonds étaient élevés, plus le rendement du fonds a été élevé. Donc il y a un lien direct entre frais et rendement annuel. Donc quand vous regardez un fonds, quand vous cherchez un investissement, vous ne devez pas seulement regarder la performance passée, vous devez également regarder la structure de frais qui est liée à cet investissement. En Belgique, on n'est pas spécialement bien loti. La moyenne des fonds actions belges, la moyenne des frais de gestion facturés par les fonds d'actions belges s'élève à 1,9%, donc c'est relativement élevé.
Il y a des marchés plus matures comme les États-Unis où il y a davantage de concurrence, où là les frais sont déjà beaucoup plus bas. Mais chez nous, c'est assez conséquent. Il faut savoir que les frais des trackers, on tourne autour de 0,15 à 0,4%. Donc les frais d'un tracker, c'est largement moins important que les frais d'un fonds géré activement. Et donc c'est pour ça qu'il y a un réel attrait pour ce type d'actifs par rapport aux fonds qui sont gérés activement. Et ça explique en partie le fait que les trackers génèrent une meilleure performance sur le long terme que les fonds qui sont gérés activement, simplement par le fait qu'ils facturent moins de frais et que vous obtenez donc un rendement qui est plus intéressant sur le long terme. Alors, comme je l'ai illustré au début sur la valeur temporelle de l'argent, ici on va regarder en fait l'impact d'une augmentation des frais de gestion de 1% sur le long terme. Et cet impact, il est assez significatif. Donc on va regarder 2 personnes qui ont investi 100 000 €, la même somme, qui investissent dans les mêmes actifs, donc elles ont le même portefeuille derrière, mais pour gérer ce portefeuille, l'une des 2 personnes paye 1% et la deuxième personne paye 2% de frais de gestion. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au bout de 40 ans, les sommes engrangées sont conséquentes. Le rendement tiré des bourses, il a été au rendez-vous, hein. Il a été assez conséquent et il a permis à une personne d'accumuler près d'1 million d'euros. Mais la deuxième personne a accumulé près de 430 000 € de plus, simplement du fait d'avoir réussi à économiser sur les frais. Alors les frais, c'est assez pernicieux parce que au bout d'un an, on se dit que 1% de frais supplémentaires, c'est pas spécialement beaucoup. On voit d'ailleurs que les lignes se confondent, les lignes de ces 2 graphiques se confondent assez bien sur les 10 premières années. Au cours des 10 années suivantes, on voit qu'il y a un petit décalage marqué qui commence à apparaître. Au bout de 30 ans, le décalage est plus important et au bout de 40 ans, comme je l'ai mentionné, c'est quasi 50% de performance supplémentaire. Donc ça revient dans le cas présent comment dire, c'est la valeur d'une seconde résidence ou c'est l'héritage d'un enfant qui passe à la trappe. Donc c'est assez conséquent et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la structure de frais quand vous investissez en bourse et quand vous confiez votre argent à un gestionnaire. La 5e règle du succès financier à long terme, c'est d'établir un plan d'investissement rationnel et de s'y tenir sur le long terme. Donc, notre cerveau, en tant qu'humain, il est assez mal connecté. Donc, on est exposé à un grand nombre de biais cognitifs qui vont nous pousser à prendre de mauvaises décisions, des décisions qui sont émotionnelles, des décisions qui se basent sur les connaissances que nous avons accumulées, sur notre expérience, le plus souvent notre expérience récente, et aussi à surestimer nos capacités à prévenir de la survenance de certains événements. Et donc, on est soumis à un certain nombre de biais et ces biais cognitifs sont présents que vous soyez débutant, un novice en bourse ou que vous soyez un professionnel. Donc, je peux vous garantir que personne n'est immunisé, même les investisseurs professionnels qui sont au courant de l'existence de ces biais sont le plus souvent exposés à ces derniers, même peut-être plus que les autres puisqu'ils suivent quotidiennement les bourses et que donc ils sont plus sensibles émotionnellement aux fluctuations boursières. Donc notre cerveau est mal connecté. Ici, on a listé quelques biais cognitifs. Si vous voulez en savoir plus sur les différents biais, vous pouvez consulter certains articles de notre blog qui détaillent précisément tous les aspects et tous les tenants et aboutissants de ces différents biais cognitifs. Alors, le biais auquel on est le plus souvent soumis, c'est celui de procrastiner ou de toujours penser que c'est le mauvais moment d'investir. Quand les marchés sont hauts, on estime que les marchés sont trop hauts et on voudrait attendre que les marchés baissent. Et quand les marchés baissent, on attend davantage car on estime que ça va encore baisser et que le monde va s'écrouler. Et donc, c'est un peu ce que ce graphique essaye de représenter. Ici, on voit le fameux indice Dow Jones Industrial, la performance de cet indice hors dividende
entre 1900 et 2017. Et on voit que cet indice, bon an, mal an, il n'a fait que monter, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu des périodes de baisse. Il y a eu plein de moments où les investisseurs ont pu se dire ah tiens, c'est fini, ça va plus monter, on est sur un plateau où les meilleures années sont derrière nous. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que sur le long terme, c'était toujours un bon moment d'investir et que il valait toujours mieux être investi, être exposé aux bourses, puisque la performance sur le long terme, d'ailleurs ici, elle est peu marquée parce que c'est une échelle logarithmique, mais la performance sur le long terme, elle est considérable. Donc voilà, ça c'est un graphique qui essaye d'exprimer le fait que on attend toujours trop longtemps pour investir et que c'est généralement en fait, qu'il n'y a pas de bon moment pour investir puisque sur le long terme, les bourses s'apprécient toujours. Ici, on a fait une petite étude justement et on a regardé différents comportements d'investissement et on a essayé d'observer sur base de données réelles de marché ce que ces différents comportements d'investissement pouvaient produire en termes de rendement sur le long terme afin de comparer ces différentes stratégies les unes aux autres et d'identifier celles qui pouvaient être les plus pertinentes, les plus intéressantes. Et donc les 5 comportements d'investissement sont les suivants. D'abord, le scénario global, c'est simple, c'est qu'on confie chaque année une somme de 5 000 € à un investisseur et au cours de l'année, cet investisseur peut décider d'investir la somme quand il le souhaite en début de mois au cours de cette année. Et donc chaque investisseur reçoit 15 fois 5 000 € et il doit investir la somme au cours de l'année en cours, sinon il ne peut plus l'investir. Donc qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qu'on a voulu simuler? On a voulu simuler 5 comportements différents. Le premier comportement, c'est celui du marabout. Donc c'est celui qui sait exactement comment les bourses vont évoluer, qui a une sorte de boule de cristal et qui investit toujours au meilleur moment au cours de l'année. Le deuxième investisseur qu'on a essayé de simuler ici, c'est Monsieur Direct, qui est un investisseur qui n'a pas le temps de s'occuper de la bourse, qui a d'autres choses à faire et qui préfère s'occuper de ses hobbies ou de sa famille et qui investit systématiquement lorsqu'on lui confie cette somme de 5 000 €. Il investit au 1er janvier 5 000 € directement sans se poser de questions et advienne que pourra. Le troisième comportement, c'est Mademoiselle Moyenne, c'est une professeure d'arithmétique, de mathématiques, et elle investit, elle, 1/12 de la somme qu'on lui a confiée chaque mois au cours de l'année où on lui a confié cette somme, en espérant pouvoir bénéficier de baisses de marché éventuelles et en espérant moyenner la performance sur le long terme afin de minimiser ses risques. On a également Monsieur Pignon, qui est un investisseur qui, lui, contrairement à Monsieur Marabout, investit toujours au plus mauvais moment. Il investit après un barbecue, on lui a dit que les performances boursières étaient très bonnes, ou bien il investit parce qu'il a lu les journaux et qu'on lui a dit que la bourse avait fortement monté et qu'il se dit qu'il est temps qu'il rentre dans le marché parce qu'il a trop attendu. Et donc, lui investit toujours au plus mauvais moment. Et puis enfin, vous avez Mademoiselle Belge qui, elle, a investi. En fait, elle procrastine toujours et en fin d'année, au final, elle n'a jamais investi la somme qu'elle devait investir. Elle a investi en fait cette somme sur un carnet d'épargne qui lui rapporte, dans le cas présent, dans l'exemple présent, 2% par an. Donc c'est quand même relativement généreux par rapport à ce qui a été payé sur les carnets d'épargne au cours des 5 à 10 dernières années. Et donc, vous vous retrouvez ici avec 5 investisseurs différents qui ont 5 comportements d'investissement différents. Et chacun de ces investisseurs se retrouve avec un certain capital au bout de l'horizon d'investissement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sans surprise, la personne qui avait une boule de cristal et qui a investi systématiquement au meilleur moment, se retrouve avec un capital qui est plus important que les autres. Mais finalement, pas tellement plus important que les autres. C'est un comportement qu'on a mis ici parce qu'on voulait avoir un point de comparaison, mais on estime que personne n'a de boule de cristal et que ce serait purement de la chance que quelqu'un arrive à obtenir ce résultat. La deuxième personne, le deuxième investisseur à avoir accumulé le capital le plus important, c'est Monsieur Direct, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions et qui a investi dès que l'argent était disponible.
il a au final un capital de 119 000 euros, ce qui est légèrement plus que Madame Moyenne. Pourquoi est-ce qu'il a un capital plus important que Madame Moyenne qui, elle, a investi tout au cours de l'année? Simplement parce que statistiquement, 7 années sur 10, les bourses finissent plus haut que le niveau auquel elles ont commencé. Certes, il y a des années avec des rendements négatifs, mais il y a aussi beaucoup d'années avec des rendements supérieurs à 20%, une année sur 4 en moyenne. Et il n'y a au final qu'une année sur que 30% des années qui sont des années avec un rendement négatif et où une stratégie comme celle de Madame Moyenne qui consiste à investir un peu chaque mois et donc bénéficier éventuellement des baisses de marché peut porter ses fruits. La différence n'est pas spécialement marquée entre Madame Monsieur Direct et Madame Moyenne, mais on constate qu'en fait sur le long terme, ça ne sert à rien d'essayer de mettre en place des stratégies d'investissement complexes, de conserver de l'argent pour l'investir progressivement sur le long terme. Il est préférable, si vous avez une somme qui tombe chaque année, à un moment fixe, de l'investir dès que vous la réceptionnez. Puis vous avez Monsieur Pignon qui, lui, au final, même en ayant investi chaque fois au pire moment, parce qu'il a investi, se retrouve avec un capital qui est relativement conséquent et qui est quand même largement plus conséquent que Mademoiselle Belge qui, elle, n'a pas investi et qui a gardé tout son argent sur un livret d'épargne. Donc, quand on voit tous ces comportements d'investissement, on se rend compte que et qu'on exclut surtout le scénario de M. Marabout, qui est un scénario hypothétique, on se rend compte que la pire chose à faire, c'est de ne pas investir. Sur le long terme, même investir à un moment qui n'est pas le moment le plus opportun, sur le long terme, rapportera un gain qui est relativement conséquent. Et la meilleure chose à faire, c'est en fait d'investir les sommes dont vous disposez le plus rapidement possible, quand elles sont disponibles et quand elles arrivent sur votre compte et que vous n'en avez plus besoin. Donc l'approche de Monsieur Direct sur le long terme, quand on bénéficie de rentrées qui sont étalées dans le temps, c'est la plus importante. Alors ça ne veut pas dire que chez EasyVest, on préconise d'investir systématiquement toute la somme que vous voulez investir en une fois. Il y a des circonstances qui peuvent nécessiter d'opter pour une stratégie comme celle de Madame Moyenne qu'on qualifie et qu'on appelle de l'euro averaging, donc c'est lisser l'investissement dans le temps en moyennant l'investissement. Ça peut s'avérer opportun quand le capital à investir est conséquent, qu'il n'était pas investi précédemment, qu'il provient soit d'un héritage, soit d'une grosse assurance groupe, soit que c'était un capital qui avait été accumulé et qui n'avait pas été investi, qu'il était sur un compte épargne. Il peut être opportun d'investir progressivement, mais pour les petites sommes qui tombent généralement en fin d'année ou qui tombent pour tout ce qui est l'accumulation de l'épargne professionnelle récurrente, il est plus opportun d'investir chaque fois que la somme tombe et de ne pas le conserver sur un compte d'épargne en attendant qu'une opportunité de marché se présente. Alors le succès financier à long terme, il se planifie. Donc il est possible, en fait, en adoptant une approche assez rationnelle, d'atteindre un capital conséquent sur un horizon d'investissement de long terme. Donc ici, ce qu'on a voulu représenter avec ce graphique, c'est deux périodes fondamentales dans la vie d'un investisseur. Une période qu'on appelle la période d'accumulation et l'autre période qu'on appelle la période de distribution ou de décumulation. Et donc, c'est cette période, la période d'accumulation, c'est toute cette période qui correspond à la vie active et durant laquelle on accumule des sommes au travers de son épargne personnelle. Alors ici, on a simulé un point de départ à 35 ans avec un capital d'environ 50 000 euros, ce qui correspondrait à ce que quelqu'un aurait pu mettre de côté en mettant 2-3 000 euros de côté par an entre 25 et 35 ans. Donc on part avec cette somme de départ et puis chaque année, on met de côté encore 5 000 euros. Alors ça peut paraître beaucoup, mais 5 000 euros, si on rapporte ça en montant mensuel, c'est une somme qui reste relativement raisonnable, c'est 400 euros par mois environ. Et donc en mettant de côté 400 euros par mois environ et en commençant avec une somme de 50 000 euros, si vous investissez en bourse, vous pouvez atteindre un capital
de 800 000 euros. Donc, c'est quand même relativement conséquent. Mais donc, la condition sine qua non, c'est d'investir en bourse, parce que si vous n'investissez pas en bourse, vous allez vous retrouver sur cette ligne ici, qui représente l'accumulation de ces 5 000 euros qui seraient restés sur un compte à vue et qui n'auraient rien rapporté. Donc, si vous n'investissez pas, vous vous retrouvez au bout de cet horizon de 32 ans avec un capital qui n'est que l'accumulation de ce que vous avez mis de côté, c'est 210 000 euros. Et ça vous permet certes d'agrémenter un petit peu votre train de vie pendant une période relativement courte, mais ce ne sera pas quelque chose qui va être un élément qui vous permettra de considérablement changer votre vie après la pension. Si vous atteignez ce capital de 800 000 euros à 67 ans, bien, vous serez en mesure de vous payer une rente mensuelle de 5 000 euros tous les mois jusqu'à un âge qu'on a ici projeté au-delà de l'espérance de vie moyenne des Belges, donc à 85 ans. Ça, c'est le scénario où vous n'avez envie de ne rien laisser à votre descendance, mais c'est une possibilité. Donc, le fait de mettre 5 000 euros de côté par mois, ça peut générer entre 67 ans et 85 ans une rente qui peut être équivalente à 5 000 euros par mois et pas par an. Donc, c'est assez conséquent. Alors, je ne sais pas, j'imagine que dans l'audience ici, il y a des personnes qui sont peut-être jeunes, qui ont peut-être 35 ans et qui ont devant eux tout cet horizon d'investissement. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont plus âgées, qui sont plus proches de la pension ou qui sont même au-delà de la pension et qui se demandent quoi faire avec leur capital. Donc chez EasyVest, nous, on propose des solutions pour tous ces profils. Donc on aide la personne qui est jeune à mettre de l'argent de côté, à le faire fructifier pour générer un capital jusqu'à la pension. Et on aide également la personne qui est plus âgée à soit faire fructifier le capital qu'il a mis de côté s'il n'a pas besoin de revenus complémentaires, soit générer une rente sur son capital et calculer précisément la rente que vous pourriez générer. On a un outil qui est extrêmement bien fait en ligne qui vous permet de faire des simulations. Donc, si vous allez sur notre site web et si vous cliquez sur les différents boutons verts que vous y trouverez qui vous incitent à commencer une simulation, ben, vous pourrez commencer un plan, soit un plan général d'investissement sans but particulier. Vous pourrez aussi mettre en place un plan en vue d'épargner dans le cadre de votre pension. Et donc, vous allez retrouver des graphiques comme celui qui est présenté ici. Et puis finalement, il y a aussi des plans d'investissement qui vous permettent de calculer précisément la rente que vous pourriez vous permettre de payer sur un capital que vous avez déjà accumulé. Donc, je vous invite à faire un tour sur notre site web après cette présentation et vous pourrez réaliser autant de simulations que vous le voulez sans engagement. Alors, il y a derrière cette planification, il y a comment dire, il y a ce qu'on appelle un chemin de glissage. Donc, il y a une pondération action-obligation qui varie en fonction du temps. Donc, chacun détermine librement son niveau de risque et on vous aidera à le déterminer au travers d'un questionnaire en ligne. Mais si vous n'avez pas de contraintes au niveau de la prise de risque, si vous êtes prêt à vous exposer à un certain niveau de risque, si vous êtes relativement jeune et si vous investissez de manière récurrente, voilà, nous, ce qu'on recommande chez EasyVest, c'est de commencer généralement avec un portefeuille qui est assez offensif. Quand vous investissez sur le long terme, quand vous avez entre 35 et 48 ans, on vous recommande d'investir quasi 100% en actions, pour autant que vous le permettiez et que vous acceptiez de prendre un certain niveau de risque. Et entre votre 48e anniversaire et la pension, le niveau de risque va progressivement diminuer afin d'atteindre un profil légèrement dynamique au moment de la pension. Donc l'objectif ici, c'est de protéger votre capital des fluctuations de marché pour nous assurer qu'au moment où vous arrivez à la pension, vous soyez en mesure de générer la rente que vous attendez et que votre capital soit suffisamment stable pour ne pas vous exposer à un stress qui serait trop conséquent. Donc généralement, quand on crée un portefeuille en vue de générer une rente, on aura
à l'âge de la pension un profil qui sera soit un profil neutre, soit un profil légèrement dynamique, donc des profils 6 et 7 chez EasyVest. Il est possible d'opter pour un profil plus risqué, mais ça, c'est notre recommandation de base. Pourquoi est-ce qu'on recommande ce type d'évolution? Comme je l'ai exposé avant la pension, c'est pour protéger votre capital, pour être sûr qu'il soit stable au moment de la pension. Et après la pension, c'est parce qu'en fait, on constate que, premièrement, le capital se déprécie progressivement si vous prévoyez une rente qui est trop conséquente, donc il peut se déprécier progressivement. Et donc, il faut progressivement vraiment diminuer les risques auxquels on s'expose pour garantir le paiement de la rente sur le long terme. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on se rend également compte que l'aversion pour le risque des clients a tendance à augmenter avec l'âge et que donc il est préférable d'augmenter la part des obligations plus stables dans le portefeuille afin de diminuer le stress subi par les clients. Voilà, tout ça, de nouveau, sera l'objet d'une discussion avec un conseiller, mais c'est la recommandation que nous formulons généralement chez EasyVest pour les investissements dans le cadre de la pension à long terme. Alors, comment EasyVest peut vous aider? EasyVest peut vous aider justement à appliquer simplement les 5 règles qui viennent d'être exposées. Donc, on peut vous aider très simplement à mettre en place un portefeuille d'investissement qui investit dans des trackers à moindre frais et qui vous permettra d'atteindre cette performance des bourses mondiales sur le long terme. On le fera en vous assistant tout au long du chemin. Donc, vous ne serez jamais laissé pour compte. Donc, on vous aidera au moment de la constitution du plan. On passera le temps qu'il faut avec vous à valider avec vous le profil de risque qui est adapté à vos besoins, à valider le plan, à calculer avec vous la rente qui serait optimale en fonction de vos besoins et en fonction des capacités financières que vous avez. Et on vous aidera également à long terme en répondant à vos questions et en vous aidant à chaque fois que, au cours de votre vie, vous vous poserez des questions financières importantes. Alors au niveau des frais chez EasyVest, on a des frais qui commencent en fait à 0,5% pour les portefeuilles les plus conséquents et qui pour les portefeuilles les plus modestes, en fait, culminent à 1%, tout compris. Donc ça comprend la TVA, ça comprend les frais de transaction, ça comprend la gestion, ça comprend l'accès au gestionnaire, l'accès à la plateforme, à notre application, à nos outils de planification. Donc c'est vraiment une solution all-in, sans surprise. Vous payez un frais unique qui exclut les taxes financières et les frais des trackers, mais à part ça, tout est inclus dans ce frais unique qui est dégressif. Donc si vous commencez avec un petit capital, le capital minimum chez EasyVest c'est 5 000 €, mais si vous commencez avec un capital restreint, vous serez dans la tranche à 1%, mais au fur et à mesure que votre portefeuille grandira, au fur et à mesure que vous alimenterez votre portefeuille, naturellement, le pourcentage de vos frais va diminuer et ce pourcentage s'applique sur la totalité du montant. Donc, c'est pas comme les impôts, c'est pas par tranche, mais c'est bien chaque fois que vous passez un palier, une nouvelle tarification qui s'applique à la totalité du portefeuille. On va vous aider, donc, comme je l'ai mentionné, à planifier. On vous prendra par la main à ce niveau-là, on fera des simulations avec vous si c'est nécessaire, on vous aidera à déterminer le bon profil de risque en fonction des réponses que vous avez données au questionnaire en ligne et on vous aidera à déterminer ce que vous devez mettre de côté pour atteindre un capital qui serait celui dont vous avez besoin pour compléter votre train de vie en fonction de ce que vous avez déjà comme revenu par ailleurs au moment de la pension. Et donc, toutes les inconnues de cette équation, on va vous aider à les déterminer en vous posant les bonnes questions. Et voilà, donc on affinera déjà une grande partie de ce que vous aurez pu déjà faire tout seul en ligne. Alors, à côté de ça, on peut vous aider aussi à mettre en place, c'est la fin de l'année, donc c'est la période d'optimisation fiscale. Donc, si vous êtes indépendant, ou si vous avez des indépendants autour de vous, sachez qu'on peut vous aider sur des produits qui sont fiscalement déductibles, à savoir la pension libre complémentaire pour indépendants, la convention pour travailleurs indépendants ou l'engagement individuel de pension.
quand les produits sont contraints d'investir en branche 21, on investit dans une branche 21 à capital et à revenu garanti. Le revenu garanti pour l'année prochaine dans les produits proposés par EasyVest, il est de 1,25%. Mais lorsque des produits, comme c'est le cas pour l'engagement individuel de pension et la CPTI, lorsque des produits permettent de vous exposer au marché financier, on viendra mettre dans ces produits financiers, loger dans ces enveloppes fiscales la même stratégie d'investissement que celle que l'on déploie au niveau de nos portefeuilles d'investissement. Donc, on vous permettra d'investir également au travers de ces produits dans des trackers qui vous exposeront aux performances moyennes des bourses mondiales. La seule différence entre ces plans-là et nos portefeuilles traditionnels, c'est qu'on remplacera la partie obligataire, donc les obligations d'État européennes, par de la branche 21. Alors, EasyVest peut vous aider à atteindre de bonnes performances. A priori, on estime sur le long terme que ça devrait être des performances qui seront supérieures à ce que la gestion active peut délivrer. Donc ici, je vous montre simplement une étude qu'on réalise régulièrement. En fait, semestriellement, on compare la performance des différents portefeuilles d'EasyVest avec des différents de l'approche indicielle d'EasyVest. Donc, on regarde en fait des portefeuilles qui sont représentatifs de ce qu'on fait chez EasyVest, qui sont composés d'indices, et on les compare à ce qui a pu être délivré par des fonds patrimoniaux qui sont proposés par des institutions financières belges. Et donc, qu'est-ce qu'on constate sur le long terme? Donc ici, ce sont des fonds, vous pouvez trouver en ligne sur notre site web l'étude complète qui reprend tous les détails de cette analyse. Mais si on prend un portefeuille qui est qualifié d'offensif, donc avec entre 70 et 90% d'actions, qu'est-ce qu'on constate? On constate que au cours d'une période de 10 ans, entre 2012 et 2021, une approche indicielle qui aurait investi dans des bourses mondiales d'une part et des obligations d'État européennes d'autre part, et qui aurait eu un profil dynamique, aurait délivré une performance en moyenne, après déduction des frais, de 10,9%, donc 11%, donc c'est assez appréciable comme performance. Ce qui est supérieur à ce qui a été délivré par la gestion active des différentes institutions pour un profil comparable. Et on voit que cette performance, cette bonne performance, elle se répète quel que soit l'horizon d'investissement considéré, que ce soit au cours d'une période de 10 ans, que ce soit au cours d'une période de 5 ans, que ce soit au cours d'une période de 3 ans, ou même au cours dans le cas présent, au cours de l'année 2021. Alors, il peut arriver que l'approche indicielle ne soit pas la meilleure à court terme. Ça arrive, je ne vais pas dire fréquemment, mais il est toujours possible qu'un gestionnaire actif, comme on l'a démontré, il y a quand même 38% des gestionnaires actifs qui, au cours d'une année donnée, délivrent des performances qui sont supérieures à la moyenne des bourses mondiales. Donc, ça peut arriver que sur le court terme, on ait une approche indicielle qui soit moins performante que la gestion active, ou que certains font de la gestion active. Mais ce qu'on voit sur le long terme, c'est la même chose que ce qu'on avait présenté dans l'étude de début, c'est que au final, à long terme, sur des horizons de 5 à 10 ans, la gestion indicielle arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'était au cours de périodes qui étaient relativement propices à l'évolution des bourses. Maintenant, pour être honnête aussi, on va vous présenter les mêmes performances, mais qui incluent une année qui était moins favorable au niveau des bourses. Donc ça, c'est l'année 2022, c'est l'année dans laquelle on se trouve actuellement. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'effectivement, cette année a eu un impact sur toutes les performances à long terme, puisque cette performance négative depuis le début de l'année a été inclue et a impacté toutes les performances sur tous les horizons d'investissement considérés. Mais on se rend compte que sur un profil dynamique qui investit dans les actions, la gestion indicielle, une fois encore, sort son épingle du jeu. Alors qu'ici, on se trouve quand même dans une période de forte baisse sur les bourses. Donc on se retrouve avec
une gestion qu'on pourrait qualifier de passive, qui, in fine, malgré sa passivité, malgré le fait qu'elle suive l'évolution des bourses sans essayer d'anticiper les baisses, sans essayer de prendre des actions pour prémunir l'investisseur de la baisse de marché, on se rend compte qu'en fait, cette approche, même en période de baisse, elle délivre de meilleures performances qu'une gestion active. Et pourtant, le discours qu'on entend souvent de la part des gestionnaires actifs, c'est qu'ils seront là ou qu'ils auront les bons réflexes quand les marchés financiers vont baisser. Une fois encore, on l'avait déjà observé par le passé, on le réobserve une fois de plus en 2022. Une fois encore, il y a une période de baisse qui se présente et on se rend compte qu'au final, la gestion indicielle, c'est de nouveau celle qui tire son épingle du jeu largement par rapport à la gestion active. Donc chez EasyVest, on vous aidera à mettre en place des portefeuilles qui vont, qui vont refléter tous ces principes de gestion indicielle qui vont vous permettre d'atteindre ces bonnes performances sur le long terme, mais également souvent sur le court terme. Alors, on va vous aider aussi en simplifiant le processus de souscription. Donc, c'est assez simple chez EasyVest. Comme je vous le disais, vous pouvez facilement réaliser des simulations en ligne sur notre site web. Vous pouvez en quelques minutes avoir une bonne idée de ce à quoi votre plan d'investissement pourrait ressembler sur le long terme. Et donc voilà, donc si vous avez le temps d'aller sur notre site web, si vous cliquez sur un bouton, un des différents boutons qui vous invite à démarrer une simulation, vous n'avez qu'à répondre à 5 ou 6 questions et vous avez déjà un plan d'investissement qui est prêt à être mis en œuvre. Si vous avez encore 5 à 10 minutes devant vous, vous pourrez répondre au questionnaire financier et charger les quelques documents qui sont nécessaires pour l'ouverture de votre compte. Une fois que tout ça est fini, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller. C'est un rendez-vous qui peut durer aussi bien 5 minutes si tout est clair dans votre tête et que vous n'avez pas de questions particulières, que 1 heure si vous avez énormément de questions et que vous voulez exposer une situation d'investissement complexe ou que si vous voulez impliquer différents membres de votre famille pour discuter de la solution d'investissement. Donc cet entretien vise à être sûr que vous compreniez tous les fondamentaux de la gestion indicielle mise en œuvre chez EasyVest et que une fois que l'entretien est terminé, que vous n'ayez plus aucune question qui soit restée sans réponse. Alors, je parlais d'impliquer des membres de votre famille. Vous pouvez, chez EasyVest, ouvrir des comptes individuels pour une personne si vous souhaitez investir seul, mais vous pouvez aussi ouvrir des comptes joints pour vous et votre conjoint, des comptes en indivision pour une indivision familiale, ou encore même des comptes pour enfants mineurs. Donc, vous pouvez avoir un enfant mineur représenté et vous pouvez ouvrir un compte à son nom chez EasyVest. Voilà, donc la deuxième étape, donc, comme je disais, c'était la validation avec un conseiller, et puis la signature qui est 100% digitale, donc pas de documents imprimés. Tout se fait simplement en ligne et dès que vous avez signé vos documents, vous pouvez directement procéder au versement et commencer à investir. Il est tout à fait possible d'avoir un entretien avec un conseiller le matin à 9 h et que nous réceptionnons les fonds dans la même journée et que votre investissement soit déjà réalisé le même jour avant la fermeture des marchés. Et le dernier point, c'est le suivi. Suivi de votre portefeuille se fait simplement au travers de soit notre site web, soit de notre app, qui vous permettra de suivre quotidiennement, si vous le souhaitez, la performance de votre investissement. Vous pourrez aussi, au travers de cette application, chatter ou poser des questions à un conseiller si vous le souhaitez. Voilà. Pour des personnes qui le souhaiteraient, on propose également des audits de portefeuille. Donc, peut-être que vous commencez à investir, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà un portefeuille d'investissement et que vous vous posez des questions par rapport à la performance de ce dernier, par rapport aux frais que vous payez. On peut réaliser une analyse de la performance de ce portefeuille. Pour ça, on a besoin d'un rapport de gestion. On réalise ça généralement sur des portefeuilles
Voilà, on peut réaliser ça pour tout type de portefeuille, mais c'est généralement sur des portefeuilles plus conséquents. Et on vous fournit une infographie détaillée qui compare la performance de votre portefeuille sur base des données qu'on a pu collecter au travers du rapport de gestion avec la performance d'un portefeuille qui serait comparable en gestion indicielle comme on le fait chez EasyVest. Donc voilà, une fois que vous avez reçu votre infographie, vous pouvez planifier un entretien avec un conseiller, avec un gestionnaire, et il vous exposera tous les éléments de l'analyse, et puis vous pourrez en tirer les conclusions que vous voulez par rapport à la gestion dont vous bénéficiez. J'ai déjà réalisé personnellement un certain nombre d'audits et une écrasante majorité de ces audits étaient plutôt en faveur de la gestion indicielle et même largement. Donc, je vous invite, si vous posez des questions par rapport à votre gestion actuelle, à réaliser l'exercice parce que c'est 100% gratuit et que c'est très instructif. Voilà, c'est tout. Donc, je propose de passer aux questions-réponses si vous le souhaitez. Antoine, est-ce que tu peux... Oui. Alors, voilà, j'ai une question ici qui a été posée. Quid de la protection des données en cas de divulgation de données personnelles et financières? Alors, au niveau de la protection des données, nos systèmes IT sont extrêmement sécurisés. Donc, on a accès à un certain nombre de données personnelles, effectivement, mais on fait appel à des sociétés qui mettent en place toutes les sécurités nécessaires par rapport au risque d'éventuelles fuites concernant des données personnelles. D'accord. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas eu accès au Q&A, je mets à disposition ici le chat dans le meeting. Comme ça, vous pouvez vous poser vos questions directement dans le chat. Parce que voilà, tout le monde n'a pas accès au Q&A d'après ce que j'ai pu voir. Je vois qu'il y a une personne qui avait levé la main. Je n'ai pas vu qui c'était parce que la main est déjà redescendue. Mais donc, voilà, vous pouvez, je vais vous mettre le message ici. Posez vos questions ici. Pour ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez lever la main tout simplement et je vous donne accès au micro. Et vous pouvez, j'allumerai votre micro et vous pouvez alors poser la question en direct si vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de problème aussi. Hein. Alors, je ne vois pas. Ah voilà, ici encore voilà, donc d'abord quelqu'un qui nous dit donc merci pour cette excellente présentation, Corentin. Comment gérez-vous les investissements des résidents étrangers? Alors, en tant que, vous pouvez tout à fait investir en tant que résident étranger. Ce dont on a besoin, c'est de pouvoir vous identifier à distance sans équivoque. Et pour ça, on a besoin d'un numéro de registre national belge. Donc, si vous disposez d'un numéro de registre national belge, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte d'investissement chez EasyVest à distance. Après, si vous êtes résident étranger, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on ne prélèvera aucune taxe au niveau de votre portefeuille pour l'État belge, puisque vous n'êtes pas soumis à la taxation belge, mais on n'effectuera pas de reporting spécifique vous permettant de réaliser le reporting fiscal que vous devez effectuer dans votre pays de résidence. Donc, c'est pas parce que nous ne prélevons pas de taxes chez EasyVest sur votre compte que vous n'êtes pas soumis à une certaine taxation dans votre pays de résidence et vous devrez vous-même vous affranchir du paiement des taxes auxquelles vous êtes soumis. Alors, j'ai encore d'autres questions qui sont rentrées. Donc, quid des trackers physiques ou synthétiques? Alors, il existe effectivement deux types de trackers, des trackers qu'on qualifie de physiques, qui détiennent donc physiquement les titres dans lesquels ils investissent et qui, a priori, sont les titres qui se retrouvent dans l'indice. Donc, un exemple, c'est
de tracker physique. Ce serait un tracker qui détiendrait les 500 sociétés qui sont dans l'indice Standard & Poor's 500. Et à côté de ça, on compare souvent ça à des trackers synthétiques qui détiennent un portefeuille, mais qui n'est pas forcément un portefeuille d'actifs qui est celui de l'indice, et qui vont générer la performance attendue au moyen de produits dérivés. Alors, je sais qu'il y a un grand débat au niveau de l'industrie entre ces deux types d'actifs. Chez EasyVest, nous, on n'utilise que des trackers physiques parce qu'on sait que c'est rassurant pour l'investisseur. Maintenant, et on a analysé la problématique en détail, on a discuté avec un grand nombre d'experts et on ne voit pas spécialement de raison de ne pas investir dans des produits qualifiés de synthétiques parce qu'au final, ils offrent aussi une excellente protection pour l'investisseur. Le risque auquel on s'expose est simplement lié aux produits dérivés, mais qui sont en très faible nombre dans ce type de produits. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il existe effectivement deux types de trackers, mais chez EasyVest, on a opté exclusivement pour les trackers qui sont les plus sûrs et les plus tranquillisants pour nos clients, à savoir les trackers physiques. Très bien, merci. Encore une autre question. Une fois le portefeuille investi, y a-t-il souvent des mouvements? Alors le moins possible, donc l'idée, comme je le mentionnais, c'était de minimiser les taxes. Donc on essaye de faire des rééquilibrages uniquement quand c'est nécessaire. Donc on rééquilibrera le portefeuille quand le profil de risque est trop élevé, on rééquilibrera le portefeuille à chaque apport. Donc, si quelqu'un fait un versement mensuel, systématiquement, en fonction de l'évolution récente des actions et des obligations, on achètera peut-être plus d'actions à un moment donné ou plus d'obligations à un autre moment donné. Mais si le portefeuille n'a pas dévié de manière conséquente du profil de risque qui avait été défini initialement, on n'effectuera pas d'opération inutile sur le portefeuille. Donc, on ne fait pas de la gestion active sur les trackers. Il y a des acteurs qui le font, les performances ne sont pas spécialement au rendez-vous, plutôt même pas du tout au rendez-vous. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement une gestion non spéculative en essayant de minimiser les taxes et donc les transactions. Très bien, j'espère que ça répond à la question. Alors j'ai une question ici qui peut susciter qui peut ouvrir en tout cas un débat. Je ne sais pas, Corentin, si tu peux essayer d'y donner une réponse en synthétisé, on va dire. Une personne qui voudrait savoir quels sont les avantages d'investir en bourse avec des ETF plutôt que d'investir dans l'immobilier. Alors, un portefeuille mobilier, donc un portefeuille investi en bourse, il est fongible. Ça veut dire que vous pouvez en extraire une partie à tout moment, une petite ou une grande partie, comme vous le souhaitez. Un placement immobilier, c'est un bien qui n'est pas fongible, donc ça veut dire que quand vous faites un bien immobilier, vous ne pouvez pas à un moment dire je vais vendre mes toilettes parce que j'ai besoin de liquidité. Donc c'est quelque chose qui a une intégrité physique qui ne peut pas être morcelée. Et donc, il n'y a pas vraiment de liquidité à court terme. Donc, il y a beaucoup de moments où l'investissement immobilier n'est pas un investissement pertinent. C'est le cas, par exemple, si vous voulez, si vous devez prélever du capital pour pouvoir payer la rente dont vous avez besoin. L'investissement immobilier, il est intéressant, ou il était intéressant quand on avait accès à un gros effet de levier avec des taux d'intérêt qui étaient relativement bas. Aujourd'hui, maintenant que les taux d'intérêt ont augmenté, le cas, la rentabilité d'un investissement immobilier est déjà davantage mis à mal par rapport à l'investissement boursier. Alors, on a fait des études, on a un blog là-dessus. Si vous avez envie d'aller voir nos articles de blog, vous verrez qu'on a fait une étude comparative. Et ce qu'on avait identifié, c'est qu'au final, l'investissement immobilier sur le long terme ne rapportait pas un meilleur rendement que l'investissement en bourse. Si on excluait l'effet de levier, en fait, c'était nettement inférieur au rendement des bourses. Le rendement attendu sur les bourses à long terme, il est d'environ 8%. Sur le long terme, sur les bourses mondiales, dividendes inclus. Au niveau des
d'un placement immobilier, si on n'a pas d'effet de levier et si on investit 100% en capital, on va peut-être avoir 2, 3, si on a bien choisi son bien immobilier, peut-être 4%, mais pas davantage. C'est seulement grâce à l'effet de levier qu'on atteint des rendements qui peuvent être comparables à ce qu'on a en bourse. Mais une fois encore, ça vient avec pas de liquidité et aussi beaucoup de tracas. Donc, quand vous investissez dans un portefeuille de trackers et que vous confiez la gestion de ce portefeuille à EasyVest, vous êtes dans un mode où vous investissez et puis d'une certaine manière vous oubliez et vous laissez faire. Vous ne devez plus vous tracasser régulièrement de savoir, vous ne devez pas prendre des actions à des moments qui sont pas opportuns pour vous. Quand vous avez un bien immobilier, vous avez une rotation au niveau des locataires, vous avez des dégâts qui doivent être réparés régulièrement et autres. Donc voilà, ça vient aussi avec son lot de tracasserie. Alors, donc pour répondre à Jacques qui avait posé cette question, je vous ai mis le lien vers l'article en question dont Corentin parlait dans le chat en réponse à votre question. Et je voudrais juste ajouter aussi à ce que Corentin disait qu'il y a un outil aussi dans cet article, un outil qui vous permet de faire vos calculs au fait par rapport à votre situation concrète. Voilà, c'était une petite précision que je voulais juste encore apporter. Alors, il y a encore des questions qui sont arrivées ici. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, une personne qui a deux questions en même temps. Alors, je vais peut-être commencer par la première, qui est: que se passe-t-il au cas où, et je ne l'espère pas évidemment, EasyVest tombe en faillite? Donc, nous sommes gestionnaires, donc on s'occupe de la gestion de votre portefeuille, mais on n'est pas une institution dépositaire, donc on ne détient pas vos actifs. Donc, quand vous ouvrez un compte avec EasyVest, vous l'ouvrez en fait auprès d'une institution tierce qui est l'ELE Société de Brokers, qui est une institution qui a pignon sur rue en Belgique. C'est la plus grosse société de bourse de Belgique, qui a ses bureaux rue Royale, qui est contrôlé par le régulateur financier, la FSMA, et par la Banque nationale de Belgique. Et votre compte est ouvert auprès de cette institution. C'est un compte ségrégué, donc ça veut dire qu'il vous appartient et qu'il est aussi séparé des actifs de la société de bourse. Et EasyVest, en tant que gestionnaire, n'a qu'un mandat de gestion sur ce compte. Donc, on n'a pas la possibilité de poser d'autres actes sur votre portefeuille que des actes de gestion. Et en cas de faillite d'EasyVest, votre portefeuille reste en intégralité chez l'ELE et n'est pas impacté par une quelconque faillite d'EasyVest. Donc, il n'y aurait pas de problème. La seule chose, c'est que vous auriez alors à gérer soit votre portefeuille vous-même, soit à le transférer la gestion à un gestionnaire tierce en cas de faillite. Mais votre capital est protégé. Alors, pour continuer un peu sur le sujet de l'immobilier aussi, une question aussi qui est posée, c'est: vaut-il mieux vendre son immobilier loué et remboursé pour investir en tracker? Alors, je reviens à ce que je disais, l'immobilier sans effet de levier est moins intéressant a priori moins intéressant que les bourses. Le rendement entendu, il est de l'ordre de 2, 3, 4% quand on est très chanceux par rapport à la valeur réelle du bien immobilier. Donc, effectivement, si le crédit a été totalement remboursé, il peut être pertinent de considérer le fait de vendre le bien immobilier pour investir dans un portefeuille de tracker qui devrait rapporter un meilleur rendement à long terme. Très bien. Alors, encore d'autres questions qui sont arrivées. Alors, par rapport à la reprise d'un portefeuille en gestion privée, une question qui m'est posée ici, c'est comment cela se passe-t-il concrètement? Faut-il tout vendre ou reprenez-vous le portefeuille et convertissez-vous au fur et à mesure? Alors non, chez EasyVest, on ne fait que de la gestion indicielle, donc on n'a pas la capacité de reprendre un portefeuille d'une institution tierce. Donc on va vous demander d'effectuer la liquidation de ce portefeuille et de transférer les liquidités chez EasyVest. Alors, une fois que vous avez liquidé votre portefeuille, on peut décider d'investir progressivement ce capital, mais comme vous étiez déjà exposé au marché financier, généralement,
on vous recommande de liquider le portefeuille et on le réinvestit dans son intégralité immédiatement au moment de la réception des fonds. D'accord. Une question qui nous est posée par Hubert qui nous demande, enfin qui constate donc que le tracker obligataire suit l'indice de l'obligataire des États européens, mais il se demande s'il ne serait pas plus sécurisant d'être positionné sur des bonds allemands uniquement. Alors, bon, le rating des États qui se trouvent dans le portefeuille obligataire du tracker utilisé par EasyVest ou recommandé par EasyVest, les ratings sont assez bons. Donc, à mon sens, il n'y a pas spécialement de raison de s'inquiéter. Alors, on peut toujours aller vers quelque chose de plus sécurisant. Donc, ce serait éventuellement du bonds allemand, éventuellement aussi que de la dette à plus court terme. Mais dans ce cas-là, alors, il y a plus de sécurité, mais il y a aussi beaucoup moins de rendement. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de la stabilité. Pour l'instant, on a suffisamment de stabilité et on estime que le risque n'est pas spécialement prononcé au sein du portefeuille diversifié qu'on a. Et donc, on ne voit pas d'intérêt à aller vers les bons d'État allemands uniquement. Ok, une autre question. Oui, donc la stratégie d'investissement que tu nous as présentée suppose que les bourses vont continuer à croître indéfiniment. Jacques se pose la question ici s'il n'y a pas un risque que l'on ait à faire face un jour à une décroissance économique prolongée. Et donc des chutes des bourses prolongées, notamment dues aux problèmes environnementaux qu'on connaît. Alors, pas nécessairement. Donc, une des manières de s'attaquer aux problèmes environnementaux, c'est d'investir considérablement dans les énergies renouvelables, dans des technologies qui permettent d'économiser de l'énergie, dans de l'isolation, beaucoup de choses qui sont plutôt bonnes pour la croissance économique. Donc, les deux projets ne sont pas 100% incompatibles. Alors, il est possible qu'il y ait que certaines actions aient un impact négatif sur la croissance, mais voilà. Bon, je ne suis malheureusement pas un expert en la matière. On a à tout moment dans l'histoire des bourses, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas être confronté à une période prolongée de décroissance. Ça a été vrai au cours des 50 dernières années. Et ce qu'on a vu, c'est que systématiquement, sur le long terme, les bourses ont plutôt eu tendance à monter et que cette période de décroissance, elle a jamais été prolongée. Donc, la plus grosse période de décroissance qu'on ait connue, c'était après l'explosion de la bulle Internet et des attentats du 11 septembre. Ça a duré 2 ans et demi. Mais voilà, en général, les crises auxquelles on est confronté sur les bourses sont des crises qui durent maximum 9 mois et qui se résorbent en 12 mois à peu près. Donc moi, je ne pense pas qu'on soit dans une conjoncture où un risque de décroissance prolongée est plus prononcé qu'il ne l'était précédemment. Mais bon, tous les scénarios sont toujours possibles. Ok. Alors encore une autre question ici pour les indépendants. Une question qui nous est posée, c'est si on travaille avec des comptes professionnels, donc indépendants ou PME, qui souhaiteraient investir une partie de leur capital. Oui, alors vous pouvez aussi, donc ça c'est vrai que j'ai mentionné différents comptes. Je mentionnais que des comptes en personne physique, mais on ouvre également des comptes pour les personnes morales. Donc si vous avez une réserve de liquidation, une trésorerie qui est excédentaire, qui stagne en société et que vous cherchez une solution d'investissement intéressante, on peut ouvrir un compte pour une personne morale. On a simplement besoin d'identifier tous les dirigeants et tous les bénéficiaires effectifs de la société et on a besoin d'un code d'identification unique LEI, le Legal Entity Identifier, que vous pouvez obtenir facilement en ligne en 1 ou 2 jours. Et si on a tous ces éléments, on peut ouvrir un compte pour une personne morale et voilà, les investissements seront exactement les mêmes pour la personne morale qu'ils le seraient pour une personne physique.
D'accord. Alors, ici, une autre question qui est posée, c'est comment minimiser les frais de transaction si on décide d'investir un montant, disons par exemple 2 000 € par mois. Chez EasyVest, il n'y a pas de frais de transaction, donc en fait, c'est inclus dans la tarification d'EasyVest, donc vous ne devez pas vous poser la question de savoir si les frais de transaction sont conséquents, que vous investissiez 200 000 € en une fois ou en 100 fois par tranche de 2 000 €. Les frais de transaction seront, ils seront imperceptibles, et même la taxe sur opération boursière sera, c'est un pourcentage du montant investi. Il n'y aura pas non plus d'impact au niveau de la taxe sur opération boursière du fait de répartir l'investissement dans le temps. Après, c'est une discussion que vous devez avoir avec un des conseillers, mais il n'est pas toujours pertinent de lisser l'investissement dans le temps de manière, de manière excessive. D'accord. Alors, je n'ai plus de questions pour l'instant. Voilà. De rien. Alors, ici. Alors, oui, j'avais encore une question qui était posée. Donc, un assuré touche 4 assurances groupe branche 21 à 65 ans. Que conseillez-vous? Là, ça dépendra de la situation particulière de l'assuré. Donc, s'il a besoin de générer une rente complémentaire par rapport à sa pension légale, on pourra mettre un module de rente en place et on pourra avec lui calculer le montant adéquat de la rente. Si le capital est conséquent, peut-être que la rente sera pas substantielle par rapport au montant qui sera investi. Si par contre le besoin financier est important par rapport au capital qui a été perçu au niveau des assurances groupes, il faudra peut-être prévoir une érosion du capital sur le long terme. S'il n'y a pas besoin de complément de pension, on investira simplement cette somme pour la faire croître et pour qu'elle profite à l'investisseur, soit plus tard, lorsqu'un besoin se manifestera, soit qu'il profite aux générations futures. Et on pourra également orienter le client vers des solutions qui pourraient être intéressantes en termes de structuration patrimoniale. Donc, il est toujours possible chez EasyVest d'ouvrir des comptes en indivision suite à une donation et des choses comme ça. Donc, tous ces scénarios peuvent être discutés si la personne le souhaite. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, il n'y en a plus de nouvelles qui arrivent. Merci à tous et à toutes pour votre présence dans ce webinaire, d'y avoir assisté. J'espère que on a pu vous éclairer sur certains points. Si des questions subsistent, voyez l'adresse de Corentin. N'hésitez pas à lui envoyer un mail ou de l'appeler. Il se fera un plaisir de vous répondre. Pour le reste, je vous souhaite encore une excellente soirée et on espère vous voir très bientôt. Bonne soirée.